Mais tout ce qui se fait en matière de développement en ce moment, c'est en anglophone. Et si on veut se tenir qu'à ce qui se fait en français, on aura déjà beaucoup de retard par rapport à ce qui se fait. C'est un problème, par exemple, que le Nigeria n'a pas parce que dès que quelque chose sort en anglais, ils parlent déjà anglais de manière native. Ils peuvent déjà absorber cette connaissance et commencer à la mettre en pratique. Mais pour nous, avec la barrière du langage qui fait que certaines connaissances ne sont pas immédiatement disponibles. On a un problème au niveau des formations. Quand j'ai fait mon premier live, c'était ce sujet-là sur lequel je voulais m'attarder parce que même du point de vue architecture de base, ce qu'on fait en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est juste quelque chose qui se faisait à 15 ans. Et puis il y a eu 15-12 ans dans le reste du monde. Le code n'a pas évolué avec ce qui se fait. Donc mais comme je dis, c'est juste un manque d'information. Et si vous êtes exposé à l'information et que vous arrivez à ingérer cette information et à la mettre en pratique, la mise en niveau peut se faire rapidement. Et donc il y a un moyen, en tant que communauté, de pouvoir faire ce changement-là. Et comme je dis, moi je crois dans le pouvoir de l'individu. Je crois dans le pouvoir du rêve au lieu du pouvoir de mémoire. Parce que le pouvoir de mémoire, on peut toujours rester là à se plaindre, mais c'est quand on parle de mémoire, c'est ce qui est déjà arrivé, on ne peut pas changer. Mais avec le rêve, ce qui est puissant dedans, c'est que toutes les possibilités sont ouvertes. Et ça fait 20 ans que je vis aux États-Unis, et comme je dis, je suis en train de travailler sur mon retour. La raison pour laquelle, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup d'entre vous même rêvent d'aller là-bas, mais après 20 ans, je peux vous dire, c'est pas une mauvaise chose, tant qu'il y a un plan derrière. On n'est jamais mieux que ce soir, ça c'est clair. Et la manière dont le monde bouge en ce moment, je pense que c'est un point encore même à mettre plus en relief, parce que les choses sont en train de s'empirer là-bas. Et quand on parle de... Moi j'ai regardé, est-ce que dans 20 ans dans l'avenir, je veux être là en train de faire ça. Parce que pour moi, il y a une différence en tant que développeur. Est-ce que le logiciel sur lequel je travaille, ça peut changer une vie? Ou bien c'est juste une autre application que tu construis qui va permettre à quelqu'un qui est assis dans son fauteuil d'appuyer un bouton et puis de se faire livrer une pizza? Ça ne change pas une vie. C'est juste... c'est ce que je veux dire. Ce qui est magnifique, c'est que vous avez encore beaucoup de potentiel autour de vous. Il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et vous avez encore la possibilité de créer du logiciel qui peut changer les vies, littéralement. Alors que quand on transfère le contexte de l'autre côté, c'est vraiment à propos maintenant de plus de confort. Et quand tu vois des idées qui sont pitchées, qui reçoivent des millions de dollars, c'est pas des trucs qui vont sauver 1 million de personnes d'avoir du palu ou bien de sortir de la pauvreté. C'est des trucs vraiment, j'ai pas envie de faire ma lessive, il faut que j'appuie un bouton, quelqu'un avec comme. Pour moi, c'est bon, c'est des idées, c'est le marché qui existe là-bas, mais en tant que développeur, est-ce que c'est à ça que je veux contribuer mes meilleures années? Donc tu commences à faire ce genre de calcul-là. Et en étant exposé à la manière dont les gens travaillent là-bas, c'est en parlant de bonnes pratiques, de savoir-faire et tout, c'est l'opportunité, comme je dis, l'information est là, elle est disponible sur le net, mais s'il n'y a pas un conduit pour pouvoir prendre cette information, la traduire et puis l'exposer aux gens qui en ont besoin, ça passe à côté. Donc, pour moi, en tant que groupe, on peut faire ça, 1 et 2 dont je viens de parler, puis 3, c'est promouvoir l'industrie et le métier du développement en Côte d'Ivoire. J'ai cité plutôt l'exemple des business qui ne font pas confiance aux compagnies, aux développeurs africains à cause de mauvaises expériences. Mais de l'autre côté, il y a des développeurs, il y en a beaucoup comme vous, qui ont des compétences, mais à qui on ne donne pas les chances aussi, parce qu'il y a ce manque de confiance. Donc, qu'est-ce que nous, on peut faire en tant que communauté, en tant que Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à réduire ce fossé de compréhension entre les deux parties? Et comment est-ce qu'on peut s'établir, on peut promouvoir le métier de développeur ici en Côte d'Ivoire, lui donner un certain visage qui va mettre les décideurs en confiance. On n'entend pas beaucoup parler, les startups, on va investir dans les startups et tout, mais comment est-ce qu'on va créer des startups qui sont importantes au niveau international s'il n'y a pas l'armée derrière, l'armée technologique derrière qui peut créer ces startups-là? C'est pas possible.
Ce n'est pas possible en ce moment. De nos jours, tout se fait, tout est logiciel. Et si on n'a pas les compétences en place pour pouvoir traduire l'idée de quelqu'un qui a une idée géniale, mais qui n'a pas de quelqu'un sur place qui peut traduire cette idée-là en logiciel qu'on peut exporter, ça ne sert à rien. Et donc, c'est nous en tant que communauté, c'est comment est-ce qu'on peut transformer la Côte d'Ivoire en vitrine africaine et mondiale de compétences en matière d'aide. J'aime à dire, on dit que la Côte d'Ivoire est le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest, ce qui est vrai. Il n'y a aucune raison pour laquelle on ne pourrait pas être le poumon technologique aussi. En ce moment, ici, on dit que le poumon technologique de l'Afrique de l'Ouest, c'est le Nigeria. Parce qu'ils ont une ligne directe de communication avec les États-Unis, les investissements qui viennent, les développeurs sont à niveau. Et c'est un truc qui est en train de se définir. Mais c'est un modèle qu'on peut répliquer ici en Côte d'Ivoire avec un peu de travail. Donc pour nous, comment on a commencé? C'était ça l'idée pour moi derrière Côte d'Ivoire, c'était d'attirer ce genre d'individus-là. Et quand on partage, quand on fait des actions en groupe, et en tant qu'individu aussi, c'est aider à diffuser ce savoir-là. Donc quand on a commencé avec les tutoriels écrits et partagés qui sont sur Medium. C'est déjà un moyen de partager cette connaissance et ces bonnes pratiques. On a commencé la série des lives qu'on fait tous les mercredis où on partage certaines techniques, on présente certaines. Mais l'aspect vraiment, c'est de se concentrer sur ce qui est mondial, ce qui se fait de mieux. Et le dernier point avec lequel je voulais faire, que je peux vous donner comme concret que cette communauté a produit, c'est le sondage dont on va parler, état du code. Et pourquoi le sondage est important pour moi, c'est que pour adresser un problème, c'est mieux de le faire, au lieu de baser sur des assumptions, c'est mieux de le faire basé sur des données réelles. Donc c'était l'idée que j'ai eue derrière le sondage, de savoir poser quelques questions, avoir des réponses dessus, venant de qui m'intéresse, c'est-à-dire les développeurs. Et nous, en tant que communauté, pouvoir regarder ces résultats-là, commenter dessus, mais les publier pour le reste du monde. Parce que vous n'êtes pas conscient, moi, étant là, vous devez prendre ça comme preuve. C'est-à-dire, vous êtes ici, vous avez fait votre cursus ici, vous travaillez ici, vous pensez que vous n'êtes pas important, mais vous l'êtes. Moi, étant ici, c'est déjà une preuve de ça. Je suis en contact avec d'autres personnes qui ont la même idée que moi. Je vous ai dit que les choses sont en train de s'empirer de l'autre côté. Donc, nous tous, les Africains qui ont pu sortir, on est allé dans la diaspora, on est tous en train de penser à. Comme je vous ai déjà même mieux que ce soir, on est en train de dire, comme beaucoup d'autres sont en train de penser comme moi, pourquoi est-ce que je vais gaspiller mes meilleures années dans un coin où je ne suis pas forcément le bienvenu, où peut-être mon travail n'aura pas autant d'impact, alors que je sais que chez moi, on a besoin de ces compétences, on a besoin de ces trucs-là. Donc il y a d'autres qui sont en train de venir. Peut-être si moi je n'étais pas venu, j'allais voir quelqu'un d'autre qui a les mêmes idées en place. Mais vous êtes important. Et ce en quoi je crois ici, c'est ce en quoi je crois à la base, c'est que, comme je dis, la matière grise, le pouvoir intellectuel, qu'est-ce que ta capacité intellectuelle, ça a été distribué de manière équitable dans le monde. Dieu a donné ça à tout le monde. Il n'a pas dit que c'est parce que tu es blanc que tu es plus intelligent, c'est parce que tu es russe ou asiatique que tu es plus intelligent. Mais la différence dans tout ça, comme je dis encore, c'est l'accès à l'information. Donc c'est comment est-ce que nous, on peut partager cette connaissance-là. Parce que peut-être que assis dans cette salle, ici, il y a le prochain Africain qui a créé une compagnie qui vaut $1 milliard. C'est ce qu'on cherche nous en tant que communauté, c'est ce qu'on cherche à produire. Est-ce que ultimement en tant que pays, c'est ce qu'on cherche à produire aussi. Comment est-ce qu'on met en place les structures, l'écosystème en place pour que ce genre de talent-là puisse d'abord être exposé à l'information. Parce que chacun d'entre nous ici chacun a différentes habiletés. Peut-être quelqu'un est bon ici dans quelque chose, mais il ne sait pas juste qu'il est bon à ça parce qu'il n'a pas été exposé à ça. Donc c'est nous, comment est-ce qu'en partageant ensemble tout, on peut mettre s'exposer à ce genre de technologie, à ce genre de trucs pour pouvoir sortir le talent où il faut. Donc, on va passer maintenant aux résultats du sondage. Merci à tous. Les questions dans le sondage dans lesquelles je voulais me concentrer d'abord. C'était de savoir, par exemple, quelles sont les technologies et les pratiques utilisées en Côte d'Ivoire. Qui sont les développeurs et les développeuses de Côte d'Ivoire? Si vous remarquez bien, j'utilise le terme développeur. C'est vrai qu'on a assez tout avec nous ici, mais j'utilise le terme anglais. Comme ça s'applique aux femmes, aux hommes et aux femmes.
comment ils ont été formés, quels sont leurs réussites, quels sont leurs échecs, quelles sont leurs difficultés, combien gagnent-ils, combien se sentent-ils par rapport à leur métier, leurs compétences, et comment se sentent-ils à propos de l'écosystème en Côte d'Ivoire. Donc, Aquiltech, pour l'organisation du sondage même, ça a coûté quelques dollars qui ont été pris en charge par Aquil. Et on a tenu ça de mars à juillet, c'était online, c'était sur SurveyMonkey. Et c'était 38 questions. Et merci à tout le monde qui a partagé ça dans son réseau, qui a partagé ça sur les réseaux sociaux, qui ont aidé à répondre. Au total, on a eu 88 personnes qui ont répondu, 88 développeurs. Et on va commencer à faire les résultats maintenant. C'était intéressant du coup. Personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait certains résultats qui étaient intéressants. Donc, comme on peut le constater déjà par rapport à ce soir, la première question c'était à propos du sexe des développeurs. 93% maximum. Vous pouvez présenter comme ce soir, il n'y a que assez tout qui représente ça. C'est vraiment que de ce point de vue, il y a toujours beaucoup de travail à faire pour réduire cette disparité. Donc, encouragez vos petites sœurs, vos grandes sœurs à rentrer dans les carrières qui sont en tête. Vous, à votre niveau personnel, c'est ce que vous pouvez faire, de ne pas les décourager. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que quand on va à l'école, les premières de la classe sont toujours les femmes. Et après l'université. Bon, le problème augmente après. La question de l'âge. Donc la question de mon c'était quel âge avez-vous? Donc 90% des répondants 18 et 34 ans. Ça c'est les deux premiers chiffres. Ce qui est bien, je pense que c'est pour ça, c'est une raison pour laquelle l'Afrique est aussi intéressante quand les gens regardent ça du point de vue extérieur. Parce qu'on a la population la plus jeune du monde, c'est-à-dire que dans les 20 à 30 ans qui viennent, on voit la force de travail la plus jeune et la plus dynamique au monde. Et c'est des trucs à un niveau du coup en ce moment, peut-être que vous pensez que c'est pas important, mais quand on est un décideur économique, c'est un facteur très important. Parce que quand tu n'as pas de jeunes pour pouvoir travailler, ça affecte directement ton économie. Donc, ça, c'est un nombre qui est très bon. Ceux qui ont entre 18 et 34 ans font 61%. Si on regarde bien en termes de carrière, ça veut dire que la plupart des développeurs qui viennent de commencer sont des juniors mid-level. Et ceux qui ont entre 25, ceux qui ont entre 18 et 24 ans, c'est toujours ça doit être les stagiaires, ceux qui sont stagiaires, qui sont toujours en cours, qui c'est 30%. Mais ceux qui ont vraiment commencé à travailler, qui sont au début de la carrière, ceux qui sont majoritaires, 61%. Maintenant, ceux qui ont 35 et 40 ans sont considérés vraiment des seniors, plus importants, c'est 4,7%. Et ce qui est intéressant, c'est que, pourquoi je dis qu'il y a beaucoup de potentiel, c'est que cette section-là, c'est vous en ce moment. C'est vous, ça veut dire que si vous arrivez à apprendre certaines choses en ce moment, à gérer certaines techniques, quand on va regarder ce sondage-là encore dans 5 à 10 ans, vous serez ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'écosystème de Côte d'Ivoire? Ça veut dire que maintenant, on a 60% de développeurs en ce moment qui sont expérimentés dans de bonnes techniques, qui ont de bonnes bases et qui peuvent transmettre ça à ceux qui viennent après. Mais si cette masse-là rate le bateau, ça affecte tous ceux qui viennent après. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est un nombre qui donne espoir. Mais il faut qu'on s'assure que ce 61%-là soit maintenu et vraiment les formations qui travaillent sur les technologies de demain. Donc question numéro 3, on a demandé, c'était pour essayer d'identifier un peu les secteurs de compétences. Donc, les questions qu'on a demandé, c'était qu'est-ce que vous faites en majorité. Donc là, il y a 39,5% qui sont considérés full stack, 30% qui sont considérés front-end et 18% qui sont considérés back-end. Maintenant, le reste, DevOps, gestion de base de données, QA, les nombres sont beaucoup plus minimes.
Mais pour commencer la discussion, ce que j'ai noté ici, basé sur mes propres observations, c'est que c'est le nombre ici de développeurs qui se considèrent full stack. C'est le nombre majoritaire. Et ça ne m'étonne pas parce que pourquoi j'ai mis la définition de full stack ici. C'est pas la définition de full stack qui est moderne. Parce que le full stack moderne, c'est quelqu'un qui peut faire du back-end et du front-end. Mais étant donné que la plupart des applications qu'il y a ici sont des applications multipages, où tu fais du full stack par défaut, ça ne m'étonne pas que les développeurs sont considérés comme full stack, mais ce n'est pas avec la compréhension que du full stack dont on parle maintenant. Donc c'est pour ça que ça ne va pas étonner que dev front-end et puis dev full stack soient les noms qui sont en majorité, puisque quand tu fais une application PHP classique ou ASP, GSP, tu fais du full stack par défaut. Donc c'est pour ça que ces deux noms-là sont presque pareils. Et ça me fait confirmer par le fait que ceux qui se considèrent back-end sont 18%, parce que c'est pas que si tu es dans cette lignée-là, cette lignée de full stack multipage, tu ne considères pas vraiment que tu fais du back-end. Donc c'est donc on va confirmer ça pour ça. Dans les domaines de spécialisation, comme le DevOps, la gestion de bases de données, qualité et assurance, pourquoi les noms sont nommés pour moi, c'est parce que, et pendant que je aussi là les commentaires, vous pouvez interjecter. Pourquoi ces noms sont menus pour moi, c'est parce que pour passer déjà même à une architecture moderne, il y a déjà un découplage des fonctionnalités. Donc là, on parle de front-end, on parle de back-end, et de ce point de vue, ce serait plus normal qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans le DevOps, l'administration du système et tout. Même chose pour la base de données, pour le queue. Mais si on a toujours cette approche, comme je dis, antique, où tout est mélangé, tu es développeur, tu es full stack, en même temps c'est toi qui déploie, c'est toi qui tourne, ça ne m'étonne pas qu'on ait cette distribution là où le développeur quand même fait un peu de tout. Est-ce qu'il y a des commentaires Monsieur, je pense qu'à ce niveau-là, ça dépend comment on appelle ça, de l'offre qui est là en fait. Parce qu'en ce moment, je pense que les offres ne viennent pas de manière précise. On dit qu'on cherche un développeur. C'est ce qui est c'est un bon point. Donc, du coup, quand tu arrives, peut-être tu vas te retrouver en train de faire du front, du back, du QA. Et du design, bien sûr. Donc, je pense que cet élément-là est dû à l'offre. Donc, il y a une part, parce que le marché aussi, c'est ce que le marché demande en fait. Bon, pour compléter ce que Descan a dit, je dirais que le marché n'est pas éduqué parce que il manque et les clients s'y connaissent pas. Et si les devs encore s'y connaissent pas, ça mélange tout et forcément il faut que quelqu'un puisse éduquer le marché. Et je pense que cela viendrait obligatoirement des devs. Voilà. Qui a écrit l'article? C'est Christian? Ah ouais, c'est ça. Qui a écrit l'article sur ça justement qu'on a publié? Donc la prochaine fois qu'on t'appelle pour une application, dit que tu es dev et tu es front, au moins tu vas donner à manger aussi à un de tes frères. C'est pas mieux. Au moins comme ça, les gens prendront conscience. Ça c'est vrai, je pense que ça a marqué ça sur l'article, il y a une certaine éducation. Mais monsieur, en fait, moi j'ai envie de dire qu'il faut comprendre aussi, la notoriété du métier n'est pas encore là en fait. En tout, c'est comme vous l'avez dit tout à fait. Voilà, donc c'est le temps, il faut aussi le temps d'adaptation, tout ça, c'est normal. Même de l'autre côté, c'est comme ça que ça a commencé. Donc au fur et à mesure qu'on va avancer aussi, et ça vient de tout le monde, c'est à nous aujourd'hui, quand on va avec une offre d'emploi, d'expliquer clairement le métier. Parce que tu vas avec quelqu'un qui fait du marketing, qui ne connaît rien, il a juste ton application Facebook, et puis bon, il te dit que tu peux venir travailler pour lui. Donc tu arrives, tu seras, même Facebook, c'est pas qu'à l'année. Si je peux me permettre d'intervenir, en fait, le problème pour moi, au-delà d'aller dans le principe de l'éducation du marché et autres, en fait, je me positionne du côté du business. Ici en Côte d'Ivoire, par exemple, les gars, quand ils ont un souci avec l'estimation du coût du travail, en fait, du coup, il est problématique, en fait, pour un dev qui reçoit un marché, par exemple, à seulement 2000 euros, de monter une équipe de front-end, de back-end, de DevOps, de designer, sachant que même certains designers, en fait, voudront même plus que ce que lui il a reçu comme budget
À qui tu t'adresses, mon frère? Je pense que ça part même du plus petit. Et le deuxième problème qu'on a en fait, c'est que les sociétés qui se prétendent sociétés basées, qui à la base font du développement, en fait, ici en Côte d'Ivoire, en fait, ont peur de se frotter aux nouvelles technologies. Je parle des sociétés qui ont plus de 10 ans d'expérience. La SNDI, c'est pas de donc, ce sont des sociétés qui, à la base, en fait, sont des sociétés qui sont censées tenir le flambeau du pays, puisque ce sont des sociétés qui représentent le pays en lui-même, en fait. Et si ces sociétés, en fait, ont un souci à se frotter, en fait, ils sont encore équipés Java, quoi. Oui, c'est Java, effectivement. C'est Java. Voilà, c'est Java 7. Et se frotter à une nouvelle technologie, ça va forcément impacter sur tout le marché. C'est toute la chaîne. Toute la chaîne, en fait, parce que tout part, en fait, des décideurs. Voilà. Et juste pour expliquer les nouvelles technologies qui sortent des phrases comme vous, les jeunes, vous codez comme vous vivez. C'est ça. Et ça rapidement ce que Moussa a dit. Moi, où j'étais, dans la boîte où j'étais, c'était la boîte qui avait le marché de la DMP, la direction des marchés publics. Et ils ont signé le contrat avec le gouvernement, c'est plus de... Ouais, en tout cas, on va faire là, on sait pas pourquoi. Voilà, ils étaient donc, voilà, ils ont partagé la charge de travail avec la SNDI. Et c'était plus, genre, il n'y avait pas d'organisation politique, il y a un front ici, c'était juste du Java pour faire une application J2E. Donc, ils sont allés chercher des personnes qui mettraient dans du J2E, qui vont venir et puis qui vont concevoir l'application, ils ont juste modélisé le truc. Un template là-bas rapidement pour faire donc du front cache. Voilà, et ils ont livré une application comme ça. Et au gouvernement qui s'attend à recevoir un meilleur produit, et là je parle de 2018, qui s'attend à recevoir un meilleur produit de 2018 sorti par les Ivoiriens qui vont utiliser par tout le ministère et contre toute la chaîne. Mais voilà. Limite, il y a 3 ans, quand je faisais un stage là-bas, quand j'ai dit, moi je veux me spécialiser en technologie, excusez-moi de la réponse, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est un livre de Java, il faut m'apprendre le Java. En fait, j'ai bataillé quoi. Limite, je suis resté ferme jusqu'à démissionner carrément. Et des années plus tard, en fait, ils sont venus vers moi pour me dire, ah vraiment, mine de rien, c'était un bon choix que j'avais fait. Mais en fait, beaucoup de jeunes développeurs aujourd'hui, vu les réalités auxquelles ils font face, en fait, auront des difficultés à pouvoir imposer, je dis même pas imposer, à pouvoir rester ferme en fait sur leurs décisions. Parce que sur notre décision, mais ça veut dire quoi ça, parce que à la base, le client qui te demande de faire une application pour lui, il ne sait pas à propos de la technologie. Donc qui est là qui décide que souvent le client a des experts en fait. Le client a des experts. Des experts de 1990. Un cas pratique, un client qui vient pour faire une application, qui ne connaît rien aux technologies, mais par contre, il a un de ses amis, qui a peut-être un de ses amis, qui a encore un autre de ses amis, qui lui a dit que si tu fais ça sur du Java, ça passe. Donc le client, il est ferme. Voilà le bon camion. Toi, tu arrives, tu as pris ton bac à 100 francs ou bien 200 pour arriver dans le coin. Et le gars te dit, bon, moi je te donne 100 000. Déjà, tu es content parce que tu as atteint un truc qui a des zéros derrière. Donc, c'est la réalité. Je suis sûr que tout le monde est passé par là. Et le gars te dit, bon, pour que tu puisses prendre mes zéros qui sont derrière, tu dois faire mon application en Java. Là, c'est compliqué de pouvoir aller par l'autre sens. Et du coup, et voilà ce qui impacte. C'est-à-dire, tu rentres dans ce process, tu prends tes 100 000 pour faire ce que le client veut qui est de 2018. Pendant ce temps, la technologie évolue, mais toi, tu dois toujours remplir, tu dois avoir au moins ton argent. Donc, tu te trouves dans une tranche en train de faire peut-être, disons, si tu as commencé à 18 ans, de 18 ans à 24 ans, tu es en train de... Tu es coincé dans ce truc. Dans un cercle vicieux là. Dans un cercle. C'est bien, tu vois les autres, faire les lives sur Google, tu connais les technologies, mais ton temps de travail et ton temps que tu dois prendre pour pouvoir développer tes technologies n'est pas conforme. Vu que même avec les zéros qu'il t'a donné derrière, il te mettait toute la journée en fait. Donc là, il y a, hormis la volonté même personnelle, il y a beaucoup de problèmes à chaque niveau. Et je pense qu'il faut s'attaquer aussi
autant que le développeur doit pouvoir dire au client que, ok, moi je peux prendre 100 000, mais moi si je prends 100 000, c'est pour juste faire ton analyse, quoi. Ben, c'est rare sont les développeurs qui peuvent dire ça. Les développeurs qui peuvent dire ça sont les développeurs qui ont déjà assez de ressources, qui savent sur quoi ils comptent et ils ont la possibilité de dire ça. Sinon, la majeure partie des personnes. Ouais, là, que tu as décrit, je pense que moi, pendant ça revient un peu au point auquel je pensais. Parce qu'effectivement, si tu prends les 100 000 en sachant que, je pense aussi, Moussa a mentionné, ne pas pouvoir bien estimer un projet, les coûts associés. Ce qui va se passer, c'est que de ton côté, du côté du client, tu vas prendre les 100 000 et tu ne pourras pas lui remettre un produit fini. Donc, tu pousses la conversation sur un mois ou deux. Donc, dans un mois, on revient à la même conversation qui est je n'ai pas le produit que je voulais, les 100 000 sont déjà dépensés, mais toi, tu as besoin de plus pour continuer. Donc, ça casse la confiance entre le produit donné, parce que dès le départ, je pense que c'est au plus du côté du développeur qui doit s'asseoir sur les principes, parce que tu sais que pour terminer ça, voilà ce qu'il faut. Si quelqu'un ne peut pas le payer, En fait, pour moi personnellement, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est plus le côté management qui bloque. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression des boîtes où les délais qu'ils donnent sont intenables. C'est quand je m'appelle de manière récurrente, c'est-à-dire les 2 mois, 3 mois, j'ai vraiment sur 1 an, sur 6 mois. Donc ça, déjà, c'est un problème. Maintenant, 2, les développeurs ne sont pas forts. Moi, c'est notre chose. Moi, il faut être fort avec les managers. C'est-à-dire, si le projet que vous voyez, ça dit comme le frère ici, c'est pas 1 mois, dit carrément la vérité, c'est pas 1 mois, c'est pas 2 mois. Donc, c'est pas possible qu'il puisse faire quelque chose en 1 mois, juste pour dire en fait. Or, nous, les développeurs, bon, on a rien. Je pense que, bon, il y a une autre notion, je vais ajouter encore une autre notion pour complexifier le problème. On était sur une question de, ok, bonjour, j'ai besoin d'une application qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. Délai, estimation, 1 mois. Ok. Mais au niveau de mon application, est-ce que ça ne peut pas prendre photo 1 semaine après? Moi, je parle des dégâts. Non, tu as fixé ton délai, tu avais fixé le prix. Ce qui est sûr, c'est que la personne qui vient vers toi, en disant qu'il veut faire son application, dans sa tête, c'est tout ce qu'il veut, tout ce qui est dans sa tête. Et toi, sur ton papier, c'est tout ce que tu as reçu. Il a dit qu'il veut son application, ça va se connecter, ça va aller chercher des musiques, ça va revenir voir. Mais au fur et à mesure que vous avancez, vu que le brief, et ça je parle maintenant de comment détailler, comment être en phase avec le client concernant les briefs et puis le cahier des charges, tout ça. En réalité, je pense que ceux qui ont fait des cahiers des charges, il n'y en a pas beaucoup ici. Oui, mais non, donc, attends, en parlant d'abord, au niveau des process des développeurs comme des designers aussi, il y a un problème de cahier des charges, comment on va fixer les groupes. Autant qu'on ne fixe pas ces étapes, on peut se retrouver, même si tu as les capacités nécessaires. Le client va te dire, ok, mais je t'ai dit la dernière fois sur mon application, il devait avoir une vidéo. Est-ce que tu te rappelles? Parce que quand je t'ai appelé à là, et du coup c'est fini. Vous partez encore dans un autre processus. Les appels à minuit pour dire, oups, je viens de penser à quelque chose. On est qu'à la question toi. C'est vendredi soir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser à vous terminer. Non, je peux faire comme ça. En fait, moi, j'aimerais dire que ce que Descan a présenté, c'est parfaitement ça. Le premier souci, c'est que le marché se trouve couvert par les tout premiers qui veulent faire leur premier pas. Moi, j'ai fait des applications où je n'ai jamais reçu d'argent. Mais le souci, c'était d'avoir la main. Voilà. Donc, dans ce cas-là, pour ça, quelqu'un à qui on a fait une application qui a bien marché, quand une autre personne va venir dire, ah, je veux cette application, il dit, quand tu vas dire, il y a des gens qui sont étonnés quand tu leur donnes. Parce qu'ils ont eu ça gratuitement. Oui, quand tu leur donnes un prix je dirais 300 000 le minimum. Le minimum pour un truc assez correct. Tu te dis, ben, je vais enlever cet argent-là. Même pas gratuitement, affiche pour vous. Ah, lui, c'est comme voilà, donc il y a tout ça qui pourrit l'environnement. Moi, je pense qu'on doit mener une sensibilisation
dans ce sens-là également pour les nouveaux arrivés, pour leur dire, ok, sérieux, si tu veux respecter ton métier, voici ce qu'il ne faut pas faire. Au moins, si quelqu'un a besoin d'une application et qu'il ne trouve personne à bon marché, forcément, il va se retourner vers maintenant des gens qui vont vouloir lui faire bien faire ce truc au fait. Donc, je pense encore que c'est l'encadrement des nouveaux arrivés. Les nouveaux arrivés, au moment où ils arrivent sur le marché, il faut déjà des structures pour les encadrer, pour leur montrer la voie à suivre, pour ne pas que le métier soit... Voilà. Donc, je pense qu'il faut qu'on y aille dans ce sens également. Je vais dans ton article, c'était de dire à ce genre d'offres. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité dans cette histoire, au point de vue du client, au point de vue du développeur, au point de vue du marché, au point de vue des nouveaux venus. Parce qu'il y a aussi des nouveaux venus qui ont bien envie de se faire la main. Donc du coup... ils veulent des références. Parce que quand ils veulent faire autant mieux faire l'application gratuitement et faire la main que de donner une somme de 30 000 et 40 000. Il considère sa connexion Internet. Il a besoin de 100 000 francs. Il a besoin de 100 000 pour sa connexion. Non, oui. C'est pas que du lag, c'est pas que du lag, si les gens codent dans Windows. Mais c'est ça, je sais, on va passer après au... Il faut l'orienter objet et tout ça avec ça c'est maintenant, en tout cas, moi je pense que Windows, oui, parce que c'est un outil pour aller plus vite. Et jusqu'à présent, ils font des mises à jour, ils sont toujours à jour. Donc là, c'est normal qu'il y a des gens, ceux qui veulent se payer, juste qu'il n'est pas open source. Il n'est pas open source, c'est ça. On peut pouvoir le payer aussi. La plupart de ceux qui codent utilisent Crack en fait. Ah, et justement, il est capable de cette version. Même la nouvelle. On va revenir à Pascal. Moi, ma question c'est, est-ce que vous pensez que c'est... pas que c'est normal, mais est-ce que c'est utile toujours de faire... Pour s'entraîner, oui. Moi, je vais apporter ma réponse. Pour un bon dev, les bases sont essentielles. La base algorithmique est très essentielle. Et vraiment, pour moi, mon expérience, on nous a appris l'algorithme et on nous a montré comment le traduire en Pascal. On voyait déjà les inputs et les outputs déjà avec ces différents éléments. Comment raisonner correctement, je pense que c'est utile. C'est en première année. Voilà. Est-ce qu'au-delà de la première année, on utilise ça? Bon, on a fait un BCS, première année, deuxième année. Mais en réalité, on ne l'utilise pas pour faire des applications. On fait juste pour l'algorithme et la théorie. Donc pour moi, ça n'a aucun inconvénient. Maintenant, c'est après toi qui as fini, tu restes dedans, tu veux faire application avec des... Non, je le dis pas, il n'y a plus pas des applications qu'il faut vous maintenir dans le même truc comme il a dit. Oui, il y a des applications. La plupart des applications, c'est Pascal, c'est Cobol. Donc même si tu es stagiaire que tu viens d'arriver, si tu dois commencer sur une application, forcément, c'est Pascal que tu vas faire. Donc c'est toujours utilisé. C'est utilisé, c'est utilisé. Celui qui fait du Pascal, si ce n'est pas à l'école, c'est qui fait du Pascal. Non, ceux qui font plus besoin, c'est Visual Basic aussi, en plus de Pascal. Non, il y a des vraies boîtes, quand ils valent, leur application métier, c'est écran noir. Et c'est soit ce qu'ils ont dit, Pascal, c'est fait sciemment en fait. C'est fait sciemment. Mais généralement, les DI, ils ne voient rien dedans. Pour eux, ce qu'ils ont appris à l'école, c'est ce qu'ils mettent en exergue. Et surtout qu'ils refusent carrément de se mettre à jour. Et même, il y a des versions dans tout ce qui existe, mais bon, c'est que lui, il a appris, c'est ce qu'il peut vous montrer. Donc, c'est ce qu'il va faire. Donc, c'est ça. Donc, avec les mêmes langages, la question 5, c'est maintenant quel langage on utilise pour la création des applications. Ça, c'est maintenant le côté métier. Et là, c'est JavaScript qui est venu en tête, 82%. PHP, donc en Côte d'Ivoire, c'est PHP, JavaScript. Et bon, il y a Python et Java qui viennent après qui se défendent. Java à 37% et Python à 24%. Est-ce que vous pensez que ça représente assez le marché? Finalement, il va dire qu'en Côte d'Ivoire, en fait, il y a deux extrêmes. Il y a l'extrême ancienne école, il y a l'extrême nouvelle école, en fait.
Donc, quelqu'un qui est dans l'ancienne école, si tu viens lui parler des nouvelles techno, il ne sera pas à jour en fait, il ne verra rien. Mais quelqu'un qui est dans la nouvelle école comme nous, si tu parles des anciennes techno aussi, c'est vrai. Soit nous qu'on a touché, on a les bases, mais on ne connaît pas quoi. Donc il y a ça en fait, il y a deux côtés vraiment extrêmes. Sinon, il y a les structures où tu peux avoir 100 développeurs, 200 développeurs qui ont une architecture comme aux États-Unis avec les. Tout est bien compartimenté, tout est propre, parce qu'il y a des gens devant qui ont une bonne vision, qui ont bien géré. Mais à les structures, surtout la plupart des anciennes structures aujourd'hui qui sont stables, qui sont bien, qui sont là depuis longtemps, qui n'ont pas changé en fait. Ils ne changent pas d'équipe. Ils n'ont pas changé. C'est un peu comme à l'école, nos anciens livres, ce qu'on apprenait à l'école, on continue d'apprendre aux enfants, c'est que les Français faisaient avant, alors qu'eux ils ont changé le système scolaire, ils ont changé l'école. de Napoléon. En fait, moi je ne suis pas trop d'accord parce qu'en fait, il a trop de fait reculer des développeurs sur le marché. En tout cas, personnellement, le PHP qui fait le plus parce qu'en fait, sa courbe d'apprentissage est plus simple par rapport à du Java, à du Python. Donc, il a pas de développeurs qui sortent du BTS connaissent au moins du PHP. Donc, moi personnellement, je vois très peu d'entreprises qui poussent plus Java. C'est plus PHP. Parce que le nombre de développeurs PHP est énorme encore. Voilà, ça c'est un. Maintenant, deux, moi personnellement, je suis plus de Java, c'est très bien. Parce que là, c'est tellement bizarre. Parce qu'en fait, comme tu l'as dit dans la première question, il y a beaucoup de full stack. Or, du fait que non, le rap PHP soit le premier, ça veut dire qu'on n'a pas déjà fait MVC, donc HTML, donc, parce que je suis très surpris de voir le Java 5 en dernier. Maintenant, Java, quand on avait dit que non, c'est la vieille école, oui, c'est vrai, c'est la vieille école. Je n'ai pas dit que Java c'est la vieille école, on a dit qu'elle fait du Java. Chez nous, on fait du Java, ils consomment des services sur le développeur Java. Java c'est la vieille école, tu es le gars beauté. J'avais dit ça. J'ai dit en Côte d'Ivoire, à 2 SM, au début, tous ceux qui sortent de l'école au BTS maîtrisent normalement PHP. C'est faux. Il y a des gars qui finissent BTS qui ont des ordi sur eux que les parents payent, qui sont en informatique, développeurs d'applications qui n'ont pas installé PHP, qui savent rien faire en fait. J'avais une conférence où on allait faire une formation avec les gars de la Gagie dans une école où il y avait près de 200 élèves qui étaient là, les gars du master, tout ça, on demande c'est quoi une base de données, même un doigt. Ça c'est cassé. C'est pas extrême. C'est pas maîtrisé. Ça se fait dire en fait, il y a deux extrêmes. Il y a la vieille école, il y a la nouvelle école. Sinon, quelqu'un qui fait du Java, il n'y a pas dit que c'est du vieux. Quelqu'un qui fait du bon Java, dès qu'il y a un back front, qui fait son back en Java, il utilise les bons serveurs, il arrive à optimiser, tout ça. C'est bon, c'est la nouvelle génération de Java à la version 9 qui est sortie. Ils font l'effort de se mettre à jour. Java, c'est l'un des meilleurs. On n'a jamais dit que c'était pas mieux. Java, c'est le meilleur, on peut dire. On dit maintenant développe en Java, on fait de grandes choses avec. Donc on ne peut pas me dire parce qu'il y a des vieilles écoles, ancienne école, c'est Java. Non, ça c'est pas ça c'est que je dis en fait. Donc moi je dirais que c'est le constat de Daouda, il est clair. C'est que tu arrives quelque part où il y a un grand fossé entre les dirigeants et les arrivés. Donc, les arrivés ne peuvent pas imposer leur idée. C'est toujours parce que surtout le gars qui est là, que tu viens de trouver, déjà dans sa tête, il sait que tu viens arriver, il s'est dit que tu viens prendre sa place. Donc, quand tu vas lui dire bonjour, est-ce qu'on peut faire telle chose, il te dit, c'est pas toi, tu vas m'apprendre mon métier. Non, honnêtement, excusez, en fait, on a un gros souci en fait en Côte d'Ivoire. Le plus gros souci qu'on a en Côte d'Ivoire, c'est la formation. 70% des écoles d'informatique en Côte d'Ivoire n'ont pas de salle d'informatique. Honnêtement, monsieur le ministre, j'explique. Quand je dis qu'ils n'ont pas de salle informatique, c'est pas qu'il n'y a pas de salle physique, il n'y a pas de salle utilisée en tant que telle. Je l'explique parce que pendant un moment, j'ai fait un peu le tour de beaucoup d'écoles dans le cadre des communautés de certaines entreprises en fait. Et j'ai été confronté à la chose en fait. J'ai été confronté à des étudiants qui, au sorti des formations qu'on organisait en fait, venaient me voir et me demandaient ce que c'est que le web. Quand un des élèves vient me dire que le web c'est l'ensemble des sites internet,
Mais c'est pas faux aussi. Chacun de ça, c'est quoi pour une single page application qui connaît la structure. Il a eu une confrontation, il y a un jour où il a pris, un jour il a su. Moi, quand j'étais avec Deva Kone en 2013, moi, il faisait du Drupal, du PHP, des applications, il avait développé, mais il n'avait jamais entendu parler de front-end, back-end. Quand il est venu, il a fait son truc, c'est moi, il essayait de suivre un peu, tout ça. Mais on était dans la salle, on était nombreux, les autres ne suivaient pas. Oui, parce Je me rappelle bien. Mais moi-même, ça va, il suivait, mais il ne comprenait pas grand-chose. En fait, moi je me C'est quand il est parti au fur et à mesure, il a commencé à tout. Ouais, Bassico, par exemple. personne n'est Personne n'a répondu, personne ne savait de quoi il parlait. Donc il y a des choses en fait, ça. Massico. Non, c'est la prononciation, mais. Massico, c'est quoi? Je continue là où Moussa m'a interrompu. C'est pour dire que les écoles, certes, ne forment pas. Et quelqu'un qui veut être développeur se contente de l'école. J'avoue que tu n'es pas sorti, tu ne pourras jamais sortir. Parce que à l'école, on fait le strict minimum. Et dans toutes les écoles de Côte d'Ivoire, les langages qu'on vous apprend pour le web, c'est PHP. JavaScript même, c'est pas miracle. Bon, ouais. J'avais la chance d'avoir des personnes qui connaissaient le PHP. Donc, JavaScript, dans certains cas, sauf c'est pas ma propre recherche, et en son temps déjà, pour nous tous qui sommes ici, quand on était encore sur les bancs, le JavaScript c'était juste jQuery et autres. Le JavaScript actuellement n'existait pas. Donc quelqu'un même pour se dire ok je suis développeur JS, ça ne s'entendait pas. Quand tu dis tu fais du JS, on va te dire oui, ah mais toi tu n'es pas développeur. Je connais un professeur qui avait peur, horreur même d'entendre parler du JS. Ouais, pour lui, c'était très. C'est pas aujourd'hui, à les gens que tu leur dis JS, c'est toujours, ils ont toujours l'idée animation, comment JS a commencé, tout ça. Nous, il y a sur internet Obi, il s'appelle Obi Pence, il était 6 à ligne chez nous, il dit qu'il est d'accord avec le fait que tu dises qu'on va former en fait les formateurs. Oui, c'est important parce que aujourd'hui, on a des professeurs de développement web qui ne connaissent même pas le HTML. Moussa me dit qu'il y a deux types d'écoles en fait. Tu sais qu'en Afrique, si tu encore à deux extrêmes, il y a des écoles comme Agitel où on a la très bonne formation. Mais quand tu pars dans les écoles comme où on a c'est pas moi qui ai dit. Il y a des écoles comme l'école où on a la formation, je ne vais pas dire le nom, où les étudiants, les gars qui sont en master 2 ne savent pas c'est quoi une base de données. C'est vrai, les personnes qui n'ont pas c'est quoi HTML5, c'est quoi PHP, tout ça en fait. Maintenant, nous aussi, nous sommes responsables, nous qui connaissons les nouvelles technologies, tout ça, c'est à nous d'aller vers les jeunes qui sont dans l'école. Avec quoi on le faisait à l'époque, c'est vrai, on va vers les jeunes, il y a les jeunes qui sont là dans l'école, vers qui on partait. Les aînés aussi en fait sont responsables dans les écoles. Comme après ça, j'aime bien la Gaji, on a pris l'initiative d'aller dans les écoles, faire des tournées, expliquer aux jeunes la technologie. Parce que c'est nos petits frères. Demain, si nous on est bien formés, on reste dans l'entreprise, on s'enferme, on a notre argent, on fait nos trucs. Après ces petits là, quand ils vont aller, voilà, avec Côte d'Ivoire, c'est pareil tout ça en fait. Parce qu'après ces jeunes là, s'ils ne sont pas bien formés, c'est nous tous en fait. Tu as dit qu'on a vu un développeur ivoirien qui code en Pascal, qui ne sait pas c'est quoi, il y a tout ça. Tu ne peux pas partir en fait. Il arrive à l'aéroport aux États-Unis, le gars lui dit bon tu es développeur, lui il s'en prend un truc sur il commence à lui poser des questions. Le gars il dit lui fait que Pascal il connaît pas. Tu en fais partie, donc les développeurs ils connaissent que Pascal, nous ça en fait partie. Non c'est pour ça que je suis gagné sur internet en fait. Donc ça, voilà, c'est à nous d'aller vers nos frères et autres et puis essayer de se mettre au même niveau quoi. Une question aussi, un aspect que je n'ai pas entendu, je pense que vous avez mentionné les blocages, surtout en entreprise. Oui. Bon, je pense que là on s'est concentré plus sur les formations. Oui. Mais je pense que la majorité d'entre vous aujourd'hui, vous êtes dans le monde du travail, vous évoluez. Un truc que je n'ai pas entendu mais qui est critique quand même, c'est lorsqu'on regarde toutes ces technologies, parce que déjà il y a l'aspect technologique, mais vous êtes dans une structure qui a d'autres départements. L'exemple ici, vous avez des comptables d'un côté. Et donc, vous êtes des outils. Donc, lorsque vous venez vous demander à quelqu'un d'utiliser une nouvelle technologie, ça doit suivre aussi avec un pitch sur les avantages que cette technologie apporte à la compagnie. Donc, bon, quelque part aussi dans les formations, ce n'est pas seulement connaître la technologie, mais connaître les industries. Donc,
moi je me dis que c'est aussi, autant c'est important de savoir faire du Java, mais autant c'est de savoir que dans le domaine du cacao, café cacao, voilà comment Java permet de faire plus d'argent que Pascal. Parce que lorsqu'on est connecté sur tel framework, ça attire l'attention d'un exécutif plus vite que l'aspect technologique qu'il ne maîtrise pas. Donc, je pense que c'est important aussi. Ce qu'il vient de dire, pour moi, c'est l'élément essentiel pour tout dev en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on maîtrise des technologies, mais leur application, on va très peu maîtrise de Romanage, en fait. Oui. Donc, quand je dis très peu, beaucoup connaissent des technologies. Il y a des gens qui sont capables de te dire je fais telle technologie, mais en cas pratique, ça laisse à désirer. Il ne sait même pas comment utiliser sa technologie pour la valoriser. Donc, moi, je pense que c'est. Il sait comment utiliser. Il peut te faire une application, mais il ne sait pas comment expliquer en fait. Non, c'est même pas. Non, c'est pas en fait. Non. Comment utiliser la technologie pour l'appliquer à un cas concret. C'est pas comment ça peut être. Non, le principe est clair en fait. C'est comment l'utilisation de la technologie en fait va permettre à l'entreprise d'économiser de l'argent. Mais ça, c'est juste un aspect. C'est un aspect en fait. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, en Côte d'Ivoire, les entreprises dont on parlait tout à l'heure qui restent figées sur les anciennes technologies, aujourd'hui, en termes de. Je prends un exemple très simple. On décide dans une entreprise telle que X qui fonctionne encore sur du COBOL ou du Pascal de migrer à Java, à Angular ou à React. La première chose qu'il va falloir faire d'abord, c'est de payer les formateurs qui vont venir former toute l'équipe. Ah ok, c'est bien compris. Il va falloir former l'équipe. Il va falloir s'assurer que l'équipe a l'expertise et maintenant il va falloir migrer les plateformes existantes qui fonctionnent depuis un certain temps vers de nouvelles technologies. Ils savent se frotter aux bugs, aux risques même d'échec en fait. Et pour les entreprises aujourd'hui, c'est surtout en Côte d'Ivoire, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a des entreprises aujourd'hui qui préfèrent même se contenter de faire un site HTML, CSS, JS sans base de données derrière. Ils facturent leurs clients 1 million pour ça et puis ils sont à l'aise que de venir se compliquer la tâche à faire une single page application pour laquelle ils vont lutter pour le référencement, pour laquelle ils doivent s'assurer qu'il y ait de bons bacs qui vont faire des API REST et tout. Ça fait peur en fait. J'ai rencontré un jeune chef d'entreprise dernièrement qui avait cette envie-là de par sa connaissance de la culture, mais qui était bloqué parce que les autres membres du conseil d'administration de son entreprise en fait avaient la peur concrète en fait de pouvoir se frotter. La première chose à laquelle il pensait c'était échec. C'était échec. Je pense que bon, sur ce plan-là, c'est pas unique à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un problème fondamental, même aux États-Unis aujourd'hui. La majorité des entrepreneurs, parce que si tu regardes, tu peux avoir une entreprise, toi, chaque heure, tu fais 1 million avec un procédé manuel. Tu viens, tu le vois, tu dis, ah, je te donne ça, c'est 1 million. Mais si jamais tu dois arrêter cette opération pour investir dans la technologie, que ça te prend 3 mois, c'est 3 mois d'argent que tu perds. Donc, bon, en tant que technologiste, scientifiquement, on pense plus à l'aspect technologique, bon, tu économises sur ça, mais il faut toujours, et ça c'est surtout dans le monde professionnel, faire la balance avec aussi ce que la compagnie pour laquelle tu travailles fait, dans quel secteur je suis. Bon, quand tu regardes la majorité des grandes compagnies, je pense qu'il y a le monde du startup open source et il y a le monde des entreprises. Bon, dans les entreprises, tu commences à parler plus de vertical. Donc, lorsque tu es un développeur, tu connais les technologies, mais ensuite tu es un vertical. Toi, tu es un développeur qui travaille à Netflix. Toi, tu es plus focus sur vraiment la qualité, tu es dans le domaine de l'Internet. C'est différent de quelqu'un qui travaille pour le gouvernement. C'est différentes applications, différentes technologies. Donc, je pense que autant tu apprends les différentes technologies listées ici aussi, il faut aussi apprendre les marchés qui ont cet argent dont les développeurs ont besoin en Côte d'Ivoire, quels sont leurs besoins. Oui, c'est-à-dire essayer de comprendre mieux le métier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux développer une application, il faut surtout te tourner vers la date du métier en fait. Sinon, un développeur, on est des bons développeurs, on peut se développer une application comme ça. Mais aujourd'hui, pour créer une application, il faut être avec un expert du métier que tu veux faire. Comme les graphistes, par exemple, quand tu travailles avec. On a voulu le mettre en place, je l'ai fait avec quelqu'un qui était du métier. Donc pour faire une application, il faut le faire avec quelqu'un qui maîtrise bien le métier. En fait, il sait de quoi il parle en fait.
il y a sur Internet aussi Boris qui intervient, qui dit qu'aujourd'hui, quand on parle. Non. Il est 6 admin à Smile Code. Ok. Il dit qu'aujourd'hui, quand on parle de continuous integration, les gens te regardent comme si tu étais un extraterrestre. Je pense qu'on doit retirer des accréditations à certaines grandes écoles car la formation est à son plus bas niveau en Côte d'Ivoire. Ouais, mais attends. Et j'ai très peur pour la relève. On a fait guide quand on a fait guide quand on était en dernière année, master 2. J'ai fait guide à l'école. Oui. On va toucher sur mon continue. Ok, on continue, on va passer à la prochaine question. Donc, question 6, c'est quel langage de programmation aimeriez-vous apprendre ou approfondir en expérience pour créer vos applications? Là, j'essaie de juger un peu plus où est l'intérêt pour les développeurs, où est-ce que les gens veulent s'orienter. Et c'est Python qui est sorti en tête. Python suivi par Java. Je pense que c'est la mieux. Moi j'adore Python parce qu'on écrit moins plus rapidement. La cause de la Non, moi je pense que c'est la mieux. Machine learning. Machine learning a commencé à faire. Moi j'aime dire Python et puis Java. Comme il a dit Python parce que number one, comme il a dit, on n'écrit pas beaucoup, bien que je trouve que c'est une excuse vieille pour dire on veut apprendre Python. Je trouve que c'est plutôt puissant comme langage. On n'écrit pas beaucoup, il y a plusieurs librairies qui existent, on connaît, on fait du machine learning, on fait des petits serveurs. Python il fait tout en fait. Il est proche de la machine. Java par contre ça peut m'étonne faire un peu. Personnellement, j'essaie de m'approfondir en Java parce que c'est mon langage préféré, mais aussi parce que je suis plus sur les back-ends, les gros systèmes et puis les systèmes distribués. Là-bas c'est Java qui est là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais ça m'étonne vraiment que parmi les 88 qui ont un truc là, il y a beaucoup qui veulent approfondir Java. Parce que je suppose les 88, il y a certaines personnes ici, parmi ces 88 qui ont été. Bon, moi je si quelqu'un pouvait intervenir un peu sur pourquoi ils ont parlé de Java. Ok. Ces 3 dernières années, en fait, Java a un peu pris en popularité à Abidjan dans l'écosystème ivoirien par rapport à une école qui a été créée, je vais taire le nom. Mais en fait, ils ont beaucoup communiqué en fait, sur la technologie en elle-même. Ils n'ont pas les Objects. Ils forment entièrement en Java en fait. Et donc, je pense par les résultats qu'ils ont pu obtenir auprès de leurs développeurs et tout ça, et par leur côté actif du point de vue communautaire, le Java a commencé à un peu ressortir des tiroirs en fait. La plupart des gens, quand tu échanges avec eux dans certains trucs, les gens parlent Objects à développeurs Java et autres en fait, sans même savoir la complexité que cela incombe en fait de devenir développeur Java, le travail qui est derrière en fait. Donc, on a un développeur Objects ici. En fait, il y a aussi un framework pour Java qui a rendu au fait la courbe d'apprentissage plus simple au fait. Avant J2E, c'était compliqué. Avec Spring, ça, on a cassé la courbe d'apprentissage en fait. On sait que nous avons plus de gens qui ont le courage d'arriver Java pour apprendre en fait. Mais la vérité c'est que presque tous les grands business de ce monde sont en Java. Moi, c'est pas que Java soit un mauvais langage. Je pense que peut-être c'est pas une mauvaise chose parce que ça vient que on commence à faire beaucoup plus d'applications d'entreprise classiques. Oui. Il y a Android aussi. Android, exactement, ça c'est un très bon point. Avec Android aussi. Il y a le sysadmin Boris qui dit j'utilise Python dans le test de Meron en Cibol. Un symbole est utilisé pour le déploiement continu. Couplé à Docker et molécules, il est très facile et très puissant. Python. Donc c'est pas étonnant que Python soit en tête. Ouais. D'accord. Les gros secrets. D'accord. Tout que j'ai dans les autres questions, c'est la question SQL, NoSQL. Si on regarde ici, on voit que NoSQL génère un intérêt, mais quand on regarde dans la question d'avant, en termes de pratique elle-même, SQL, il y a NoSQL, l'intérêt, les gens qui utilisent ça, c'est 10%, mais SQL, c'est 53%. SQL, c'est lié à l'outil Microsoft. Ça dépend du besoin aussi. Ça dépend du besoin aussi. Non, pas forcément. À la base, en fait, c'est SQL qu'on a Voilà, c'est l'esprit
SQL qui est mis là en avant en fait. En fait, je ne dirais pas que ce soit ça. C'est plutôt qu'il n'y a pas vraiment de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas un énorme marché pour le NoSQL. C'est ça en fait, c'est le besoin. L'écrasante majorité des applications ici, c'est juste... Comment je peux dire ça? Juste la gestion. Application de calculer les factures, calculer l'argent journalier. Donc, aller utiliser NoSQL pour enregistrer des points, ça fait des lignes de comptabilité. C'est possible. Voilà, si on n'est pas sûr des données vraiment énormes, c'est rare de voir elles sont classées. Oui, Big Data. Big Data, c'est rare, c'est ciblé, c'est ciblé. C'est gros Big Data. Donc, il sert beaucoup du NoSQL. D'accord. Donc ça remet à 33% d'intérêt dedans. Donc oui, les gens sont non, les gens sont, en fait, comment on appelle ça? Qu'on le veuille ou pas, les demandes sont de plus en plus accrues en termes de développement. Et là, les gens ont souci de pouvoir faire ce que les autres font ailleurs. Voilà, donc moi je connais quelqu'un qui développe là-bas. Forcément, j'ai envie d'être comme lui, même si sur place on ne va pas me reconnaître. Est-ce que souvent si tu lui demandes pourquoi, il va te dire, genre c'est juste par curiosité. Par curiosité ou bien c'est parce qu'il sait qu'il connaît quelqu'un qui le fait. Sinon souvent il ne sait pas pourquoi il doit apprendre la chose. Un peu le point de tout à l'heure, si ton objectif c'est d'être payé par une compagnie, vois qu'il y a l'argent, quoi ils ont besoin, et ta technologie se s'amène. Ok, donc question 7. Ça, on regarde du côté front-end. Qu'est-ce que les développeurs utilisent? Et là, on a Bootstrap, c'était clair, Bootstrap, jQuery, HTML, JavaScript pur. Et pour moi, c'est comme je dis, ça revenait. Quand on parle même de front-end, les SPAs, elles viennent bien en deçà. Comme vous voyez, je pense que la plus populaire, c'est Angular avec 33%. AngularJS avec 26% et Vue avec 17%. Mais ce qui est étonnant, c'est comme je dis, où on voit vraiment que la Côte d'Ivoire n'est pas en phase avec le reste du monde, c'est React. React est à combien? React est à 9,6%. Alors que dans le reste du monde, React c'est la framework la plus populaire en ce moment. C'est même pas comparable. Mais pour les résultats, pour revenir aux résultats de comme j'ai dit, si la plupart des applications utilisent une architecture antique où tout est mélangé, où tout le rendu est fait sur le serveur, c'est pas étonnant qu'on ait ces 4 technologies-là, Bootstrap, jQuery, le HTML, JavaScript pur utilisé, parce que c'est juste le modèle, c'est juste la manière dont les applications sont faites. Donc, pour moi, c'est en face, ça confirme juste que c'est, en termes de marché, c'est le genre d'application qu'on produit. En fait, ici, pour que quelqu'un se mette à faire quelque chose, il peut avoir des tutos, tout ça. J'ai fait un tuto, mais les gens ne vont pas lire en fait. Il a besoin de quelqu'un qui va venir en face, lui expliquer le truc en fait. Mais c'est pour ça qu'on a formation pratique, tout ça, quelqu'un est là, tout le monde est là, il explique la chose. Là, lui, il comprend un peu, là, il se met à faire. Sinon, quand c'est là comme ça, l'Africain, on dit premièrement, il n'aime pas lire. Par défaut, on n'aime pas lire. Moi, je suis un Africain, donc il n'aime pas lire. Tu vas avoir des trucs à écrire. Sinon, en tant que communauté, je pense que quand je parle des SPA et tous les outillages qui viennent avec, quand on parle de Gulp, Webpack, les gens ne sont pas encore familiers avec. Donc, pour moi, pour traquer un peu le progrès au cours des années qui viennent, c'est de voir si on renverse ces nombres-là, que ces nombres-là descendent et que le reste des autres montrent. Là, c'est là qu'on peut voir vraiment qu'il y a un changement qui s'opère au niveau des technologies qui sont utilisées. Et si on regarde du côté back-end, là, j'étais étonné de voir que numéro 1, c'était WordPress.
RAD, mais le vrai RAD au niveau du backend, c'est avec WordPress. Donc je ne sais pas si est-ce que j'ai mal posé la question. Non, monsieur, il y a beaucoup de personnes qui sont REST WordPress et puis utiliser REST API de... Mais on a dit back-end, non. Justement, c'est pas... Justement, en fait, il préfère faire le WordPress et puis utiliser des plugins là, qui leur permettent juste d'exposer les données. Mais c'est pas du back-end. Mais c'est ça qu'ils appellent du back-end. Non, en fait, je pense que c'est fait la compréhension du back-end. C'est ça, je me laisse que vous êtes pas. Non, c'est ce qu'ils C'est la appellent du facilité back-end. en fait. Le client, il ne sait pas ce qu'il y a derrière l'application mobile, ça tourne bien, c'est efficace, c'est bon. Il ne sait pas que là, il communique avec un bac qui est fait en WordPress. Et puis en même temps, il faudrait savoir que le vrai back-end qui code du back-end, en fait, il y en a certes beaucoup, mais il n'y en a pas assez. De par notre communauté, on dira qu'il y en a beaucoup, mais de par ce qui se fait, on n'est pas assez. Beaucoup de personnes aujourd'hui se lèvent pour les sites WordPress. Et quand en fait le business demande à faire une application mobile, ils vont chercher un tuto pour pouvoir récupérer leurs données à travers un site WordPress. Donc la première option qu'ils ont en même temps, c'est le REST API de WordPress en fait. Du coup, quand ils entendent backend, ils se disent bon, du moment que je récupère mes données en JSON, c'est que moi aussi je fais du backend. Et le deuxième qui m'a étonné, c'est que c'est de 30% de Node.js. Parce que jusque-là, dans toutes les données, personne n'a mentionné JavaScript pour le backend. Donc, je questionne la validité. Souvent, il y a des gens aussi qui répondent pour questionner. Il ne sait pas de quoi ça parle. Node.js vient avant Laravel, oui. Les Symfony et tout le monde. Il ne sait pas de quoi on parle, donc il préfère. Il a entendu parler de Node.js, donc il coche en tête. Je ne sais pas. Parce que je m'attendais à ce que Laravel, Symfony, même Java viennent bien avant tous ces autres. Question base de données. MySQL domine. Oui, absolument. Absolument. Avec PostgreSQL. Est-ce qu'on peut dire en français MySQL. MySQL. On ne connaît rien d'autre. Avec PostgreSQL en deuxième. Et MariaDB en troisième. SQL Server Oracle quand même, bien représenté. Après ça, donc on rentre dans les autres cycles comme Memcache, CacheDB, c'est le langage de beaucoup restreint. La Côte d'Ivoire, c'est PHP, JavaScript et MySQL. Ok. Question 10. C'est là j'ai vu qu'aussi, où là aussi je questionne les résultats. On demande quelle technique de contrôle de qualité de déploiement d'applications utilisées pour vos applications. Et on a 50% qui déclarent utiliser l'intégration continue. Et 47% des tests unitaires. Non, test unitaire, ceux qui ont dû répondre, ce sont des personnes qui s'y connaissaient vraiment en fait. À cette question particulière. Comme l'a dit Daouda, il y en a beaucoup qui, quand ils passent à autre chose en fait. Sincèrement, il y a des gens quand il y a un formulaire comme ça, quand ils ne savent pas de quoi ils sont. Quand ils savent pas, ils cochent les choses. Mais pourquoi 50 d'autres ont choisi Continuous Integration? Il n'y a que 4. Non, je pense que ça me dit, c'est vraiment un petit noyau et puis des gens vraiment, comment ça s'appelle, à fond dans la technologie, quoi. Comment le plus. Non, mais est-ce que quand des personnes ne répondent pas à une question, la question n'est pas considérée? Si elle est considérée. Elle est considérée? Mais on te donne le nombre de personnes qui ont répondu à la question et ceux qui n'ont pas. Voilà, c'était ça. Là, on a eu combien de personnes qui ont répondu? Je prendrai les résultats. Non, il n'y a pas de personnes. C'est beaucoup par rapport au C'était une question à choix multiple, je crois. Oui. Bon, comme ça commence à sonner dans les oreilles, donc.
C'est quelle question 10. Donc il y a 68 qui ont répondu, 20 qui n'ont pas répondu. Donc ça. C'était des personnes qui s'y connaissaient. Je pense que ça doit être des personnes qui s'y Mais je connaissent. trouve le nombre un peu haut. Un peu élevé quand même. 42% de tests limités. 42% de tests limités. 42% de tests limités. Les gars, ils sont ici. On se connaît. On ne dit pas les contemporains. Non, peut-être que test unitaire, je ne pense pas qu'ils ont entendu test unitaire automatisé ou quoi. Peut-être des tests sur l'interface. Peut-être que c'est ça, hein, parce qu'il y a la communication. Voilà. Ça, la question. Pour moi, le seul nombre que je trouve c'est les 22% à GitLab CI, puisqu'ils rendent ça assez simple d'utilisation, il n'y a rien à payer dessus, puis c'est intégré déjà avec GitLab CI. GitLab CI. Par contre, moi je doute encore. Ça encore. Par ordre, comment ça s'appelle? Par ordre de popularité, les gens connaissent GitLab encore son entreprise, on connaît le plus. GitLab, il est plus. Moins de personnes, c'est le moins connu des trois. Mais pour utiliser GitLab CI, si tu as un compte. Il faut d'abord connaître GitLab. On a les noms pour GitLab après. On a les noms qui viennent. Donc cette question-là, moi, les résultats sont un peu. Ça, c'est pas. Là, je pense que les gens ont plus parlé de leurs aspirations que de la partie que. La prochaine question, c'est à propos des déploiements. Comment vos applications sont-elles déployées? Donc, 65% des applications sont déployées manuellement, contre 32,5% déployées automatiquement, avec 8% qui utilisent un processus semi-automatique. Est-ce que ça vous paraît? C'est beaucoup plus manuel. Le gars apprend dans le cPanel, FTP. Donc ça m'avait l'air assez correct. Ouais, c'est vrai qu'ici on développe plus de sites web que d'applications web. Donc là, c'est sur quelle plateforme déployer vos applications. Donc clairement, 68%, mais 70% presque les hébergeurs web classiques, comme on disait, comme la plupart sont des applications web. Deuxième, assez qui m'a étonné, c'était Google Play, ça veut dire qu'il y a assez de développeurs Android quand même. Et AWS, ça va être les gars de chez nous, hein. Qui ont répondu, c'est vous. Le reste, c'était GitHub Pages, le App Store pour iOS. Pas Azure. Donc les applications cloud en général, les plateformes de déploiement cloud ne sont pas trop utilisées. Il n'y a pas Azure dans le truc là? Azure aussi, c'était à 7%. Ah ok, ça c'est les gars. Là, les donc IBM Cloud, Digital Ocean, tout ça c'est plutôt niche. Quelqu'un qui utilise IBM Cloud ici? C'est possible. Très possible. Oui, donc question 13, quel framework outil vous livrez utiliser pour vos applications mobiles? Ça c'était pour voir, ça c'est Android, puis là c'est Android, c'est quoi? Dans Android à 56%. Et après c'est Ionic et Cordova, donc JavaScript. Sinon il y a React, Native, que Moussa a présenté. Qui fait du Windows mobile? Quoi ça? Non, Windev mobile. Ah, non, il y a du Windev mobile. un moment quand même. Il y a du Windev mobile.
Donc pour le déploiement des applications, pour voir un peu une idée de l'industrie elle-même, le web est majoritaire pour les déploiements. La plupart des applications sont développées. Ce qu'on peut dire, ça, c'est que la plupart des applications sont développées pour le web. Et desktop en deuxième. Et on a cross plateforme mobile et Android qui viennent en troisième. Maintenant, on en vient encore parler de Git tout à l'heure. Un des résultats intéressants ici. Donc, question 15, comment gérez-vous la gestion du code source de vos applications? GitHub, 66%. GitLab à 33%. Bitbucket à 27%. Donc, on peut dire qu'en général, 2 sur 3 utilisent GitHub. Mais c'est les 37% qui disent manuellement. C'est ça qui fait peur. Regardez le code manuellement. C'est une dispute externe en fait. C'est pas comment est-ce qu'on crée c'est une dispute externe. Les gens qui font les manières de je connais. Mais comment est-ce qu'ils gèrent le code? Surtout en équipe. Ils envoient ça par mail. La première a dit l'ingénieur principal, juste avant d'envoyer sur SML, il faisait un zip, il met à côté zip _1. Après 2000 commits, ça devient zip _2. Quelques mois avant que j'arrive là-bas, un des ingénieurs qui m'a précédé, c'est lui qui a, comment ça s'appelle, intégré Git. Donc quand je suis venu, il y avait déjà Git. C'est comme ça que je connais Git. Sinon, elle avait fait les zip aussi. Toi aussi, tu n'allais pas connaître. Toi aussi, tu n'allais pas connaître. Probablement. Lui, il avait fait zip _3. On était à zip 26 000. Ah, oui. Mais ça, c'est en tant que communauté, chacun de nous doit prendre ça comme mission, de s'assurer que personne ne gère du code manuellement. Donc là, maintenant, si on se focalise sur Git, les différents services, donc 80% déclarent avoir un compte GitHub. GitLab est à 55%. Et Bitbucket 62%. Ça peut être vrai parce que souvent tu peux regarder de ton côté. Aujourd'hui, si moi je n'étais pas allé dans la base où j'étais, il va savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui maîtrisent l'architecture front-end, back-end, tout ça. Souvent tu peux voir tu vois de ton côté, mais tu vois pas de l'autre. Il y a d'autres personnes aussi en fait que tu ne connais pas, sans doute qui connaissent déjà ces choses-là. En fait, tu peux croire que tu es le seul, quoi. On n'est pas les seuls, quoi. Il y a deux extrêmes ici, il y a d'autres qui ne connaissent pas, mais par contre, il y a des personnes qui connaissent. 19, c'est quelle technique de gestion de projet? Donc, il y a 55 qui ont reporté Agile. Et Scrum 31%. Traditionnel, ce qui veut dire pas de technique de gestion, c'était à 28%. Non, on n'a aucune qui est à 18% et puis traditionnel est à 24%. Il faut reconnaître que le agile africain n'est pas pareil que l'agile africain, c'est quoi alors? Non. C'est que si on a dit en agilité, il faut se parier à toute éventualité. Le client s'est dit que c'est agile, donc le projet est agile quoi. Ça veut dire quoi, quel projet pour le développement?
Agile africain. Il n'y a pas de cahier des charges. À chaque fois, il y a de nouvelles idées. C'est ça. En fait, à chaque fois, il y a de nouvelles choses. Quand tu viens faire une présentation, comme c'est agile, il s'est dit, s'il ajoute telle chose, C'est agile, il peut gérer. il n'y a pas de step, quoi. Il peut gérer, puis il faut avec. Souvent, on te dit que tu fais comme entièrement. Souvent, il peut faire un rebranding total de toute l'application, mais c'est de l'agile, quoi. Et puis, dans l'agile africain, on ne finit jamais. Mais c'est ça même l'agile. Tant que tu n'as pas ce chaud au soleil, là, c'est malléable encore dans l'argile. On connaît un peu tous ces mots, mais il y a d'autres qui ne sont pas d'accord avec ça. Par rapport à l'agile africain. L'agilité, c'est compliqué. L'environnement est vraiment difficile. Donc, pour la gestion de projet, comme les outils de gestion de projet, c'est Trello qui est sorti à combien 50%. Et votre outil favori, Excel. Excel avec le deuxième. Donc, on est, en général, Jira, Confluent, tout ce qui est Atlassian, c'est les outils standards. Là, on se retrouve qu'à 9%. On doit inverser. Et il y a 11% qui utilisent en agile africain aucun outil. Ah, c'est que le jour où on t'a dit une fonctionnalité, quand tu fais sur ta machine, si c'est la tête qui développe, et tu livres. Comment avez-vous appris le développement? Donc, c'est très clairement l'auto-formation pour la plupart. On sait la plupart d'entre nous. École supérieure à 58%, l'université à 26% et ceux qui ont fait des certifications à 19%. Le plus haut niveau d'éducation, c'est la licence, qui est le plus populaire. La licence, c'est combien d'années? 3 ans. Comme et le BTS? BTS, c'est 2 ans. 2 ans. Ingénieur? 5 ans. 5 ans. Bon, il y a d'autres qui font 4. Et maîtrise master? Master, c'est 5 ans. Maîtrise, c'est 4 ans. Master, c'est 5 ans. Bon, ça dépend, il y a d'autres qui font master 1. Donc, de ce point de vue, c'est assez intéressant parce que ça veut dire que, par exemple, si on compare, disons, un pays comme les États-Unis, ça veut dire que la plupart des développeurs ivoiriens sont universitaires, ce qui n'est pas donné dans tous les pays. Donc, c'est une bonne chose. On peut juste améliorer la qualité de la formation. Il faut voir aussi la qualité de la formation. Si tu as beaucoup, tu as un diplôme, c'est vrai, mais si tu n'as pas une bonne formation, voilà. Donc là, il y a peut-être un bac plus 1 aux États-Unis, s'il est mieux formé que toi, il n'y a pas photo, quoi. Il faut montrer ça là. Donc ça, c'est la question des salaires. Combien gagnez-vous par mois? Donc, moins de 250 000 francs, c'est 30%, 31%. De 250 000 à 500 000, c'est 25,6%. Il y a 24% qui n'ont pas retenu. Et de 500 000 à 1 million, c'est 11%. 1 million à 2 millions, c'est 3,8%. Et plus de 2 millions, c'est 3,8% aussi. En fait, moi, j'ai pas de commentaires à faire parce qu'on parle d'argent. Où ça? À cette question. À quel niveau? Plus de 2 millions là. C'est possible. C'est possible, les gars. C'est possible. Les gars, c'est possible. Mais si on peut me dire en fait le formulaire, c'est pour peine. Tout le monde pouvait répondre. C'est ça. Donc vous dites que plus de 2 millions là, c'est pas possible. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais on veut voir ce qu'on répond. Pas venir. Nous avons parlé de la salle.
Ou bien, il y a le message aussi qui est là. Il est serré quand on parle de l'argent. Vous êtes amis seulement sur Internet, mais pas les 2 millions. En tout cas. C'est sur Internet seulement qui peut remplir. Sinon, vous ne pouvez pas vous voir. Non. Ou bien Sylvain. Ouais. Donc, pour le statut des gens qui ont répondu, la plupart étaient en CDI, Ah bon? 30%, toujours en formation 18%, en CDD 17%, en stage 15%, à la recherche d'un emploi 12% et à la recherche d'un stage 4,7%. On savait que la plupart des gens qui ont répondu étaient en poste. Ouais. C'est bizarre quand même. On parle maintenant de question de la satisfaction avec le travail.